Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans cette émission qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics, bande dessinée par leur travail. Et on est de retour dans un de ces fameux épisodes que j'aime appeler les chroniques du label 619, dans lequel en fait on va à la rencontre des auteurs et des artistes qui sortent des bandes dessinées au label. Vous le savez, on les accompagne maintenant depuis pas mal d'années. Et en ce début 2026, c'est bien la première sortie au label, c'est Le Chemin derrière la maison, un album fait en total solo par Jérémy Gasparuto, qu'on avait vu auparavant sur des histoires sur Doggy Bags, mais également avec le Doggy Bags One Shot Teddy Bear. Jérémy est maintenant livre son premier album solo, un album assez particulier puisque c'est pas forcément de la bande dessinée. Enfin, c'est de la bande dessinée d'un point de vue purement formel, mais c'est pas de la bande dessinée conventionnelle en termes d'histoire et de narration. Et donc, on va aller pouvoir en discuter avec Jérémy, qui nous vient depuis sa Belgique dans laquelle il réside jusque chez nous, jusqu'au studio First Print. Et donc, on le remercie d'être là. Et plutôt que de parler de lui à la troisième personne, on va lui dire bonjour. Salut Jérémy. Salut, merci de me recevoir. Comment tu vas ? Ça va, écoute, un peu fatigué là par hier soir, comme je te disais, mais sinon la forme, c'est cool, tout va bien. Voilà, parce que tu étais au vernissage de ton exposition, Le Chemin derrière la maison, à la galerie Acheter de l'art. Ça fait quelque chose un petit peu, parce que tu avais déjà eu tes planches exposées à Acheter de l'art, notamment pour Teddy Bear. Il y avait des planches qui avaient été exposées là-bas, mais là c'était pour toi, c'était que pour toi, il y en avait que pour toi. Quel effet ça fait ? Bah écoute, c'était chouette, hein, on va pas se mentir, c'est quand même agréable, je sais pas, écoute, c'est cool d'avoir un peu de reconnaissance et tout ça, ça fait plaisir. Et puis ça, comment dire, ça vient conclure un peu le travail, quoi. Ça vient dire que c'est fait, que ça avance. Je sais pas, écoute, et puis c'était cool je sais pas, j'ai pas l'habitude de ce genre de choses, donc je sais peut-être pas encore exactement quoi en penser, mais en tout cas j'étais content de voir les planches, parce que je les avais pas vues depuis super longtemps en fait, vu que j'ai mis du temps à faire cette BD. Et de les voir là, toutes dans cet espace, c'était cool, c'était bien. Je sais pas trop quoi en dire de plus, mais c'était agréable. Je sais pas, ça venait ponctuer le truc, quoi. C'était bien. C'était bien. Et c'était cool d'avoir les retours des gens qui avaient l'air contents du bouquin, contents de ce qui se passait. Enfin voilà, c'était chouette. Eh ben très bien. De toute façon, on va pouvoir en parler de cet album. Mais moi, j'avais envie de profiter du fait qu'on a un petit peu de temps devant nous quand même, et surtout que c'est la première fois que tu viens dans ce podcast, pour faire un peu toute ta biographie, hein, grosso modo, voilà, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc j'espère que tu as bien préparé tes fiches. Mais plus sérieusement, t'es auteur donc de bande dessinée, et j'ai envie de savoir déjà si plus jeune t'étais lecteur de bande dessinée, et un peu voir comment 9e art un peu a forgé ton parcours. Il y avait des BD à la maison. Mon père lit des, il y avait des BD, quoi. Donc mon père lisait des BD. On nous offrait des BD où on allait en choper à la bibliothèque, etc. Il y avait toujours des livres. Et je pense que c'est comme ça que je me suis intéressé naturellement. Enfin, c'était tellement naturel qu'il soit là que je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si j'allais lire des BD ou pas. Il y en avait, donc je le faisais. Et du coup, c'était beaucoup qu'est-ce qu'il y avait comme BD à la maison ? Il y avait pas mal, en fait, de BD de la collection à suivre, là. Je sais pas si tu te rappelles du journal à suivre. Ouais, c'est ça. Je vois un peu de nom ce que c'est, mais je pense que j'étais un peu soit trop jeune pour avoir vraiment lu ça, soit que c'était pas du tout ce que moi mon père lisait, parce que on est forcément un peu tributaire des lectures de nos parents. Moi, il était plus l'école pilote. En l'occurrence, c'était Achille Talon, ce qu'il avait. Donc il y avait ça aussi. À suivre, moi j'ai pas connu. Il y avait ça aussi. Il y avait les classiques de l'époque, hein. Il y avait les Franquins. Il y avait tout un tas de trucs. Mais alors, peut-être que c'est moi qui me rappelle de cela, en tout cas. Parce que je me souviens c'était de la BD en noir et blanc. C'était les premiers, enfin, si je dis pas de conneries, c'était un peu les premiers romans graphiques qu'il y avait par ici. Et, ce qu'on appelle roman graphique. Moi, je suis pas hyper fan de cette appellation, mais voilà.
Est-ce que tu dirais que ta BD est un roman graphique? Non, je dirais pas ça, justement. Mais non, c'était des bouquins un peu fascinants, quoi. C'était des univers d'adultes qui étaient pas trop dangereux. Et c'était du dessin en noir et blanc hyper puissant comme ça. Et ça m'a pas mal marqué. Donc il y a ça qui m'a pas mal marqué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme BD? Je sais pas. Après, quand j'étais petit, j'ai énormément lu Torgal, Calvin et Hobbes, tous ces trucs-là. J'étais en fait beaucoup plus marqué que je pensais par le dessin de Rosinski. Je m'en suis rendu compte en faisant cette BD qu'il y avait vraiment des trucs un peu qui ressortaient de manière un peu naturelle comme ça. Mais voilà, c'était ces BD-là quand j'étais petit, quoi. Je crois que c'est ça. Et en grandissant alors? Bah après j'ai lu. Alors après mes BD de référence un peu plus perso, ado et tout, c'est Akira. Akira, c'était fou. Moi j'ai découvert Akira en allant faire les courses avec ma mère à Continent. Je me rappelle, elle me laissait au rayon BD, quoi. Et donc, je lisais les trucs qu'il y avait. Et un jour, j'ai ouvert un Akira et je sais pas, j'ai pris une méga tarte, quoi. Je pense comme pas mal de gens de ma génération. Voilà, je suis tombé dessus par hasard. Il y avait pareil, un petit côté un peu, je voyais que c'était pas de la BD de mon âge, vraiment. J'étais un peu petit et tout, mais il y avait, je sais pas, j'étais fasciné par l'univers, quoi. Et du coup, ça a été une de mes références, encore maintenant, c'est une référence, je sais pas, en termes de découpage, etc. Enfin, c'est un truc de dessin, de cadrage et tout, c'est hyper puissant. Et puis il y a aussi Hellboy, beaucoup. Voilà. J'ai adoré, j'adore Hellboy. J'adore le dessin de Mignola, je le trouve hyper intelligent dans son dessin, je sais pas comment dire, je trouve pas le mot là, mais bah, il est super efficace aussi, ouais, en fait, la façon dont il est allé vers l'épure, dont en fait, avec les aplats, il arrive à donner tant de relief, tant d'aspects, tant de formes aussi. Ouais. Mais t'as une planche particulièrement dans ce talent d'ailleurs qui est complètement mignolesque aussi. Ouais, il y en a une, ça pète les yeux vraiment. Ouais. Et puis aussi, j'aime vachement la temporalité de ces récits là, comment il s'arrête sur certaines cases pour montrer, je sais pas, des statues, des petits détails du décor. Il y a vraiment une manière de poser les choses que je trouve, je sais pas, hyper belle, quoi, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, voilà. C'est les deux gros trucs, quoi. Et puis là, plus récemment, vu que j'ai des enfants, j'ai redécouvert les livres pour enfants, les BD pour enfants, etc. Et ça m'a donné envie de faire des trucs un peu plus tranquilles, un peu plus doux. Je sais pas. Là, on en parlait hier avec mon cousin, là, chez qui j'étais, qui lit Pépin et Olivia en ce moment de Camille Jourdi là à ses enfants. Et pareil, je trouve qu'il y a une intelligence du récit là-dedans qui est hyper balèze. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper beau. Ou des BD comme Ariol par exemple, ou des trucs. Voilà, je sais pas. Donc c'est un peu ça mon trajet, un peu vite fait, mais c'est ça, quoi. Mais alors, est-ce que tu te rappelles un peu à quel moment tu t'es dit que tu voulais devenir auteur de bande dessinée, et est-ce que c'était même quelque chose que tu voulais à la base, ou est-ce que ça s'est un peu mis sur ton parcours de vie de façon plus ou moins calculée? Et c'est un peu les deux, parce que petit, comme tout le monde, hein, je dessine depuis tout petit. Enfin, genre pas comme tout le monde. Non, mais je veux dire les gens qui. Ah, c'est vrai. J'ai l'impression que les gens qui dessinent, c'est juste qu'ils ont pas arrêté de dessiner. Oui, en plus t'as raison. Oui, chez les dessinateurs, par contre, encore que non, parce qu'il y en a. J'ai un copain auteur qu'on a reçu ici qui s'appelle Sylvain Repos, qui a fait une série qui s'appelle Yojimbot. Il était en fait, il est pas. Alors, je me rappelle plus s'il me disait qu'il dessinait quand il était petit, en tout cas, mais il était tourneur-fraiseur de base, quoi. Donc, il faisait plutôt des schémas et tout ça. Et puis, il s'est dit, en fait, non, je veux faire de la BD. Donc, il y a des parcours comme ça, en fait, où c'est pas si évident que ça, où c'est pas juste, j'ai toujours dessiné et donc, c'était naturel pour moi de devenir artiste. En tout cas, ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression que tout le monde a eu du dessin à un moment dans sa vie, quoi. Ouais. Tu vois, il y a toujours c'est ton activité de gamin. Il y a un moment, enfin voilà, tu fais des traits sur des feuilles et tu les donnes à tes parents, ils font semblant d'être contents. Mais... c'est ça, oui, ils sont vraiment contents. Des fois, parfois, je sais pas. Moi, j'adore les dessins de mes enfants, quoi. Je suis assez fasciné
par les dessins d'enfants de manière générale. Mais ouais, donc du coup, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait de la BD. Donc, je dessinais petit et puis je m'intéressais à la BD. Donc, mais j'ai pas fait de BD quand j'étais petit. Je dessinais. Je faisais plus des illustrations. Je faisais des espèces de pleines pages avec plein de petits persos, plein de petits trucs comme ça. Et Pour toi ou pour tes copains pour moi, c'était vraiment une activité. Ouais, pour moi. Et puis déjà, il y a un peu, moi j'ai un truc un peu thérapeutique avec le dessin, je pense, où parfois quand j'avais une émotion qui passait pas ou un truc que je devais dire, ben je faisais un dessin. Ou voilà, quand je me disputais avec quelqu'un, je faisais un dessin. Enfin, il y avait un peu un truc comme ça. Et ensuite, quand j'étais au collège, lycée, ça m'est arrivé de faire des petites pages de BD comme ça, mais pareil, c'était pas mon truc. Ouais, j'étais plutôt dans des trucs dilus. Et alors à un moment, j'ai voulu faire de la peinture aussi, parce que j'aimais bien les grands formats et être debout devant un truc et peindre. J'aimais bien le fait de cette manière d'occuper mon corps, on va dire, pendant que je dessinais, ou que je peignais en l'occurrence. Et donc j'ai essayé de faire les beaux-arts, et ça s'est pas très bien passé. C'était pas du tout ce que j'attendais. Moi, je m'attendais à ce qu'on m'apprenne à peindre et à dessiner. Et en fait, on m'apprenait plutôt l'idée c'était plutôt d'apprendre à développer des concepts. Moi, ce qui m'intéressait pas trop. Donc, je me suis fait virer des beaux-arts. Voilà. Et quand tu dis que tu t'es fait virer, tu t'es vraiment fait virer ou je venais plus. Ah oui, d'accord. J'étais un peu absent, machin, et on a fini. Les profs m'ont dit, bah écoute, faut que tu partes. En fait, ça sert à rien que tu sois là, donc tu reviens pas l'année prochaine, quoi. Donc voilà. Le menuisier de l'école m'a dit quand même, c'est bon signe. Si tu t'es fait virer, c'est bien pour toi. Écoute, voilà. Et ensuite, j'ai bossé un peu, j'ai fait un peu d'intérim, des trucs comme ça, et je suis allé faire une école de graphisme à Rennes. Donc je faisais plutôt pour faire de l'affiche ou des trucs du genre. Suite à ça, j'ai bougé à Bruxelles parce que j'avais rencontré la maman de mes filles, enfin mon ex-compagne maintenant. Et à Bruxelles, j'ai essayé de faire de l'ILU. Et c'était galère à fond. J'arrivais pas à trouver le truc. Et c'est quoi, c'était de l'illustration de commande notamment alors? Ouais, j'essayais, puis j'arrivais pas à gérer mes contrats, à trouver des clients. Enfin, je suis pas super business et tout, donc je gérais pas ça super bien. Donc à un moment, j'ai arrêté. Je suis allé faire machiniste à l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles, où j'ai fait ça quelques années. Et en fait, au moment où il y a eu ça, j'ai rencontré un scénariste via une copine, scénariste italien, Francesco Giugiaro, là, avec qui j'ai fait Teddy Bear et le premier Doggy Bags, là. Et en fait, c'était aussi un moment où c'était au début de Doggy Bags. En fait, j'écrivais un scénario pour Doggy Bags. Je m'étais dit, ça a l'air trop cool, je vais essayer de faire de la BD. Donc, je taffais comme machiniste. J'ai essayé d'écrire ce scénar et il y a ce gars que je rencontre qui me propose des scénarios de BD. On démarche et voilà. Et finalement, le label a été intéressé par Teddy Bear, mais ils nous ont dit ce serait cool de faire une BD test un peu. Et donc, on a fait Dia de Muertos avec Francesco. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire de la BD. Et j'étais trop content. Je me suis dit, mais en fait, c'était trop ça que je voulais faire. Donc voilà. Voilà un peu pour mon arrivée dans la BD. Mais justement, tu parles de Doggy Bags, ce que tu disais que t'écrivais un scénar pour eux, mais t'étais tombé dessus comment? Alors, c'est-à-dire que t'avais toujours continué à lire, Ouais, j'ai toujours lu de la BD. Enfin, comme je te disais juste avant, là, j'en lis un peu moins maintenant, mais ouais, j'étais toujours. Enfin, j'ai plein de BD chez moi. Mais c'est marrant, je me rappelle plus trop, mais je me souviens vraiment Hellboy. C'était beaucoup Hellboy à ce moment-là, juste avant. Et je sais pas, Doggy Bags, ça avait vraiment attiré mon attention parce que je suivais depuis longtemps Guillaume Singelin sur son blog aussi. Ok. Voilà, ça fait super longtemps que je suis son taf. Et ouais, je sais pas. Et quand j'ai vu Doggy Bags, j'ai quand même eu un espèce de truc. Je me suis dit, j'avais pas encore vu ce genre de choses. Et ça a vraiment attiré mon attention. Et puis surtout, à la fin du premier, il disait qu'il cherchait des gens.
Et je me suis dit, bah, allez, go, quoi. Je vais tenter le truc. Et donc, j'ai écrit un scénar qui n'a jamais abouti. Je l'ai toujours, hein. J'ai pas de fin. Mais voilà, mais, C'est l'histoire du type qui se réveille avec un cadavre, ouais. après lui, hein. C'est ça. Mais c'est, Je sais faire mes recherches. Peut-être que je suis allé chez toi. Peut-être que tu sais pas. C'est ouf. Pendant que t'étais. Non, mais t'as fait une interview. Ah oui, oui. Il y a 3 ans pour le studio Savoir. Ouais, c'est ça. Qui est super, en l'occurrence, quoi. Ouais. Et ben, voilà. c'est ça, ouais. Et t'en parles un petit peu dedans aussi. Donc, ouais, exactement. C'était ce scénar-là. Et, ouais, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était, je me suis dit, j'ai pas, genre, à moitié plagié une histoire de Sin City. Il y a un truc comme ça dans Sin City, là. Bah, il se retrouve avec le cadavre d'une fille, Ouais, avec Goldie, ouais, c'est Marv. Ouais. Voilà. Et, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que je suis arrivé, à la BD. Mais alors, de ce que je comprends, t'as dessiné par toi-même, t'as été autodidacte, alors t'as jamais suivi de cours plus que ça, parce que les Beaux-Arts, bah, c'était pas ça non plus. Comment, alors je sais que t'as lu aussi, L'Art invisible de Scott McCloud. Oui. Et faire de la BD, est-ce que ça a été ça un peu ton manuel au final de la BD? Oui et non, parce que c'est vrai que, enfin, oui, ça m'a servi, beaucoup, quand même. Après, en fait, lire des BD, je crois qu'en lisant des BD, en faisant un peu gaffe à comment les gens font de la BD, t'apprends à faire de la BD un peu malgré toi. Je pense que comment dire, t'intériorises des techniques de BD, je pense, tu vois, en lisant beaucoup. Et si en fait, le dessin, si j'avais quand même des trucs, tu vois, j'ai suivi un atelier de dessin quand j'étais ado, qui était super. Avec Marc Carpentier et Françoise Ravon près de Rouen, et mais c'était pas vraiment de la technique de dessin pure, c'était plus un endroit où t'apprenais à t'exprimer librement, on va dire, sur du support papier ou toile, etc. Et quand j'ai fait mon école de graphisme là et tout ça, il y avait des cours de dessin. Mais finalement, c'est pas une école de BD où tu fais, je sais pas, 4 heures d'anatomie par semaine, etc., où tu apprends vraiment de la technique de BD pure. Et donc, du coup, c'est en fait, quand je faisais de l'ILU à Bruxelles, là, il y a eu un moment où je me suis senti un peu, j'ai l'impression que j'avais vraiment des lacunes techniques, quoi. Tu vois, il y a un moment, j'étais pas, d'ailleurs, dans le premier Doggy Bag, là, il y a vraiment des cases où j'ai tellement galéré pour des perses ou tu vois, des raccourcis pour des persos, etc. C'était vraiment compliqué, quoi. Et donc, j'ai un peu cherché sur Internet en fait, des petits cours, quoi. Tu vois, des trucs. Il y avait un mec qui s'appelle Stan Prokopenko, là, qui commençait à l'époque à faire ces trucs sur Internet qui étaient super bien foutus. Donc j'ai pas mal suivi ce gars, j'ai acheté des bouquins, et puis voilà. Et puis à la fin, j'ai un peu amélioré mon dessin, quoi. T'as grindé. Voilà. Je dessine. Oui, j'ai toujours dessiné tous les jours, par contre, vraiment tous les jours, tout le temps. Donc. Mais c'était pas trop dur de te mettre au service d'un scénariste alors, notamment sur la première histoire. Non, c'était cool. Après, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, parce qu'on n'était pas toujours d'accord sur comment mener le récit. Et en fait, vu que c'était la première fois que je faisais de la BD, je savais pas exactement quelle place j'avais en tant que dessinateur. Est-ce que je suis juste au service du gars, ou est-ce que je dois donner un peu mon avis aussi? Et bon, au final, au final, on a trouvé notre truc, on a trouvé notre équilibre, on a travaillé ensemble. Et non, en fait, moi, j'aime assez bien me mettre dans l'univers de quelqu'un, en fait. Je sais que là, il y avait des moments pour le chemin derrière la maison, là où c'était long, quoi, d'être tout seul avec soi-même tout le temps. Tu vois, il y a un espèce de truc où, enfin, c'est chouette, hein, tu vois, c'est cool d'être dans son monde et dans son univers, mais il y a des moments, enfin, moi, en tout cas, ça donne un peu l'impression que tu rumines tout le temps un peu les mêmes trucs, que tu sors jamais de
ouais, de tes propres pensées, quoi. Et donc, ça peut être assez reposant de bosser pour les autres. Mais ceci dit, quand j'ai eu envie de faire le chemin derrière la maison, là, j'avais vraiment envie de faire mon truc, quoi. C'est vraiment un moment où je me disais, là, je sais pas, j'ai cette envie-là très forte, donc voilà. Et donc, j'ai tenté le coup. Tu disais que t'aimais bien un peu t'imprégner de l'univers des autres. Mais en l'occurrence, sur Doggy Bags et sur Teddy Bear, c'est des univers qui sont extrêmement violents, Ouais. que ce soit les cartels mexicains ou les enfants soldats dans les pays d'Afrique. Ouais. Tu faisais des recherches aussi sur à chaque fois les contextes sur les pays, sur En tant que dessinateur, ouais. Oui. Ouais. Bah, en fait, il y a un truc où je me disais, je me dis toujours d'ailleurs, c'est des sujets lourds, c'est des sujets graves, c'est des sujets où il y a il y a beaucoup de souffrance humaine et du coup, c'est pas des trucs à prendre par-dessus la jambe, quoi. Donc, ouais, me suis pas mal documenté. J'ai parfois mal dormi à cause de la documentation. Là, c'est ma question aussi, oui, un petit peu, ouais, c'est quand même assez lourd. Mais ouais, j'avais envie d'être sérieux avec ça. Mais c'est vrai que bon, c'était aussi travailler sur cette BD là, c'était aussi m'éloigner un peu des sujets trop violents parce que c'est vrai que oui, c'est ça, c'était quoi? J'ai eu les narcotrafiquants, les enfants soldats. Il y a eu porno et vampirisme là avec Heartbreaker, ouais, qui était un peu plus light mine de rien, mais quand même. C'était moins ancré dans le réel. Voilà, on va c'est dire. ça. Et après, t'avais une distance. Ouais, Ku Klux Klan aussi, c'est quand même des trucs. Et puis en fait, en parallèle, il y a donc ma compagne de l'époque qui elle est réalisatrice et monteuse de docu et elle travaille sur un film sur les Marines, sur et donc on était tout le temps dans cette ambiance de guerre en fait. On regardait des docus sur les Marines, on regardait des trucs sur les enfants soldats. On était bon, c'est vrai qu'il y a un moment c'était un peu intense quoi. Et surtout quand même ouais ça a quand même eu une influence sur ma manière de voir le monde parce j'ai découvert des niveaux de violence que je soupçonnais pas en fait. Je savais pas que les gens se faisaient autant de mal quoi. Il y a des trucs avec Francesco notamment pour Teddy Bear on a pas mal réfléchi à qu'est-ce qu'on met jusqu'à où on montre quoi parce qu'en fait ce qu'on voit dans la BD c'est assez trash mais il y a des trucs c'est genre c'est innommable quoi. Moi j'avais même pas envie de les dessiner tellement c'est violent quoi. Et donc ouais c'était assez intense comme expérience quand même. C'était totalement plus le sujet sur lequel je voulais t'emmener parce que moi j'ai une certaine fascination pour la violence de façon générale, même en bande dessinée, et c'est toujours en fait si on te voit pas, si on te connaît pas et qu'on lit juste ces histoires là ou même Teddy Bear, tu dis ah ouais c'est des gens, alors ils parlent d'un sujet grave mais voilà c'est des gens qui ont pas froid aux yeux en fait, entre des BD qui sont super et en fait si c'est quand même quelque chose qui a un impact et toi-même t'as fixé des limites graphiques dans ce que vous alliez me montrer avec ces bandes dessinées. Bah ouais, et je pense en fait c'est aussi d'une certaine manière se mettre au service du lecteur et du récit parce que si tu montres des trucs vraiment trop en fait les gens liront pas le bouquin, ils vont se barrer. Donc il y a comment, c'est ce que je me dis en tout cas, c'est comment tu fais et tu te mets pas au service du sujet non plus. Comment tu fais pour montrer des choses où les gens comprennent le niveau de violence dans lequel on se trouve sans que ce soit repoussoir non plus, que ce soit quand même un minimum digeste. Je sais pas, par exemple, il y a comment elle s'appelle cette BD, j'ai oublié putain, c'est quoi le truc? Il y a une BD qu'on m'a offert comme ça, justement, où il y a un niveau de violence, mais vraiment délirant, un truc avec des zombies, là. Crost? Ouais. Ben, je l'ai lu et je me suis dit, mais. Ouais, Cross, la première fois, ça fait bizarre. Ouais, c'est ça, mais j'étais pas, voilà, je sentais que c'était pas pour moi et dessiner ce genre de choses, c'est trop, quoi. Tu vois, il y a un truc, trop, j'en sais rien, mais j'aimerais pas, moi, passer, je sais pas, 3 ans dans cet univers à dessiner une BD, je sais pas, 120 pages, j'en sais rien. Voilà.
Voilà, ouais. Et donc, il y a ces BD là qui sortent. Ouais. Et après, comment ça se passe pour toi? Parce que il se passe quand même un certain nombre d'années entre Teddy Bear et puis le chemin derrière la maison. Alors il y a eu entre-temps, il y a eu encore un Doggy Banks, je pense. Le truc sur le Ku Klux Klan, Oui, pardon. Oui. sur lequel j'ai bossé. Il y a eu un truc avec Tanguy, un recueil de nouvelles. Et ouais, et après, en fait, cette BD, ouais, elle a mis du temps à venir un petit peu, parce que tout bêtement, dans ma vie perso, il s'est passé pas mal de trucs. Il y a eu la naissance de ma deuxième fille, il y a eu un déménagement, il y a eu le Covid aussi, où du coup, je travaillais un jour sur deux. Puisqu'on gardait les enfants chacun notre tour avec mon ex-compagne. Ensuite, il y a eu, on s'est séparés. Enfin, il y a eu tout plein de trucs dans ma vie perso qui font que ça a pas avancé super vite. Mais en fait, c'est un projet qui remonte à assez longtemps. En gros, en fait, ça vient de plein d'endroits en fait en même temps. Mais en fait, je suis allé donc Vas-y, commence par un point et on verra les autres points après, hein, t'inquiète. En gros, moi, je le situe en tout cas en 2008. Le premier truc, c'était en 2008. C'était quand je suis parti aux États-Unis avec, je vais arrêter de dire ex-compagne, je vais dire Lydie. Oui. Mais en plus, tu la remercies dans l'album quand même. Donc, ouais, tout à fait, ouais. Donc, je suis parti avec Lydie quand on était jeunes. J'avais 23 et 25. On est parti aux États-Unis tourner un documentaire, en fait. Et aux États-Unis, moi, j'ai découvert des espaces que j'avais jamais vus. Tu vois, une vastitude. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en termes de paysage, et puis d'espaces naturels, en fait. On s'est pas mal promené dans les parcs nationaux et tout. Et je sais pas, il y a un truc qui, enfin, je sais pas comment expliquer ça exactement. Il y a un peu j'ai vu un truc qui était très très grand, avec qui j'avais avec quoi ou qui, je sais pas, j'avais très envie d'être en relation, mais comme si j'avais pas le langage ou les codes, ou je comprenais pas bien ce que je voyais. En tout cas, par contre, ça venait un peu percuter le récit qu'on a de la nature violente, impitoyable. Tu vois, tout ce récit sur lequel c'est un peu construit notre société moderne, tu vois, qui justifie la compétition, la violence, tout un tas de choses. Voilà. Et je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme un dévoilement, quoi. Je voyais un truc neuf que j'avais jamais vu. Et ou en tout petit. En petit, parce que ayant passé mon enfance en Bretagne, j'étais beaucoup au bord de l'eau. J'avais quand même un rapport comment dire, je sais pas comment appeler ça, à la nature, on va dire, qui était quand même assez important. C'était là tout le temps dans ma famille, dans les promenades. On faisait toujours ça. On allait toujours à la plage, on allait toujours au bord de l'eau, toujours faire tout un tas de trucs. C'était dans les conversations. On parlait des marées, on parlait de la plage qui a changé depuis la dernière marée, etc. Bref, et c'était voilà. Et en fait, tout doucement, je me suis mis à lire sur le sujet. Mais vraiment, ça a pris beaucoup de temps comme ça à lire sur ces questions-là. Il y a eu des bouquins hyper importants qui m'ont vraiment. Enfin, il y a des récits qui ont changé dans ma tête. Enfin, il y a des manières de percevoir ce que je voyais qui ont changé, notamment un bouquin de Baptiste Morisot qui s'appelle Les Diplomates. Qui est un mec assez connu en fait, Baptiste Morisot, mais qui a écrit sur le retour du loup en Pyrénées. Ouais. Et enfin en France de manière générale. En France, ouais. Et les questions que ça pose. Pour les éleveurs et les gens du coin. Et en fait, lui, il travaille enfin, je sais pas comment dire.
avec cette question-là, il va travailler des questions philosophiques autour de notre rapport à la nature, du rapport au sauvage, c'est quoi le sens du truc, etc. Et il va très très loin, quoi. Là. Et c'était un bouquin vachement important. Il y a eu un livre de Jacques Brosse qui s'appelle Mythologie des arbres ou de l'arbre, je sais plus exactement. Ça fait longtemps que je les ai lus. Mais pareil, ça a changé ma manière de regarder ce que je regardais. Et en parallèle, il y a aussi eu la naissance de mes enfants, de ma première fille. Et en fait, ça fait longtemps que je fais des arts martiaux, des trucs comme ça. J'ai commencé par le taekwondo, après j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait du kung-fu. Et là, ça fait 12 ans que je fais du sistema, qui est un art martial russe un peu particulier, et où on travaille beaucoup sur alors la proprioception, donc la perception de soi, et la perception de l'extérieur. Et il y a vraiment, avec le temps, il y a une nouvelle manière de marcher qui rentre dans le corps, une nouvelle manière de regarder, une nouvelle manière de se tenir, etc. Et qui change vachement le rapport à l'environnement de manière générale. Et moi, je me rendais compte que c'est des trucs qui se... Quand je me baladais au bord de l'eau ou dans la forêt ou des trucs comme ça, il se passait des choses, quoi. Et à un moment, je me suis mis à écrire quand j'étais dans ces coins-là, dans ces balades-là. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé à avoir un ensemble de textes et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien faire une BD avec ça, je crois. Essayer un truc, quoi. Et donc voilà. Et donc, du coup, je pense que le premier texte que j'ai écrit, c'était 2017. Ensuite, les premières pages, c'était en 2019 pour proposer le projet à Run, qui a dit OK, mais alors je sais plus exactement comment ça s'est passé. Il a dit d'accord, mais j'ai fait, je crois, le Ku Klux Klan avant. Là. Et puis après, ça a commencé, et voilà. Voilà, en gros. Et je crois que j'ai terminé ça il y a un an, un truc comme ça, un peu. Je sais plus exactement. Mais voilà, en gros, c'est un peu la genèse du... Donc 5 ans, en fait, en tout et pour tout, alors. Ouais, c'est ça. On va dire, à partir du moment où, en tout cas, tu avais commencé peut-être à faire les premières planches. Ouais, putain, c'est vrai que c'était un peu la réponse longue à une... Non, ça va. Mais moi, ça me va, en fait, hein, de détailler le truc. Parce que si tu m'aurais juste dit, ouais, bah, j'ai envoyé un mail en 2019 et j'ai fini le truc, je fais OK, très bien. Et puis, bah, en fait, puis l'interview, elle dure 10 minutes et let's go, hein. Bon, ça va. Parce que des fois, je suis un peu bavard. Bah ouais, non, ça me va très bien. Mais justement, c'est de savoir, comment tu pitches un tel projet quand t'en parles à Rennes. Tu dis alors, voilà, j'écris des textes en me baladant en Bretagne. Ou dans la forêt ou je sais pas quoi, et je veux adapter ça en BD, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et ouais, non, mais j'étais assez surpris qu'il accepte ce projet. Après, j'avais quand même écrit un peu un truc. Hein. J'avais écrit un texte où j'expliquais les choses un peu plus clairement quand même. Voir quelles questions ça posait. Parce que moi, ce rapport, on va dire, à la nature qui a changé, ça a fait évoluer plein de trucs chez moi, ça a fait évoluer mon rapport au corps, ça a fait évoluer plein de questions politiques, ça a fait évoluer même mon rapport aux gens, plein de choses. Enfin, je sais pas, il y a un espèce de truc qui a changé. Donc, je crois que j'avais un peu parlé de ça quand même dans le pitch. Et mais je sais pas, non, je me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, je sais que j'avais été surpris qu'il soit OK. Et pourquoi Pourquoi surpris? Parce que je sentais bien que c'était pas forcément je sais pas comment dire, c'était un projet un peu peut-être un peu invendable comme ça, j'en sais rien, tu vois, mais ouais. J'avais pas vraiment de scénario, tu vois, j'avais un ensemble de textes avec une idée à propos vague, parce que je savais même pas où ça se terminait. Au départ, c'était censé être je sais même plus ce qu'on avait dit au départ, c'était 90 pages, un truc, enfin 90, pardon. Tu peux dire 90, ça va. On s'offusquera pas. Non, mais j'ai pris le pli. Mais ouais, c'était censé être bon, après, c'est pas non plus un énorme bouquin. Tu vois, c'est pas 300 pages, tu sais, mais ça a quand même évolué, ça a changé de forme et tout un petit peu.
Et j'ai eu des petits moments d'inquiétude aussi, à des moments où je me disais mais je sais pas du tout où je vais là, je sais pas du tout comment je vais finir ce truc. Et puis ça s'est un peu fait tout seul comme ça avançait, j'étais dans mon truc quoi. J'avais envie de revenir avec toi justement un peu sur la construction du bouquin. Quel texte tu choisis en premier pour les illustrer? Comment tu essaies quand même d'articuler une structure avec les différentes thématiques? Comment est-ce qu'on échafaude un bouquin pareil? Qui est donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous l'avez pas lu, on vous invite forcément à le lire d'abord, mais c'est plein d'historiettes en fait qui s'alignent. Qui ont pas forcément et qui suivent pas du tout un schéma de début, milieu, fin en fait. Parfois c'est juste des parenthèses ou parfois c'est juste un concept que tu essayes d'illustrer. Voilà, donc mais comment on construit un album comme ça? Eh ben ça s'est fait j'ai un peu l'impression de pas être sérieux en disant ça, mais ça s'est fait un peu tout seul. Je sais que la première histoire c'était la première avec les 3 femmes au début là. Il y avait vraiment un truc où je savais que ça partait de là. Et puis ça c'est je sais pas, c'est un peu je crois que ça représente un peu je sais pas comment dire, des étapes de vie pour moi. Tu vois, des moments où tiens, je me mets en relation de telle manière avec tel truc, je fais telle recherche sur ma manière d'être en relation avec mes enfants ou avec les gens, etc. Enfin, je sais pas trop comment. Et en fait, au final, moi, je me dis, il y a ce truc. Il y a quand même un fil rouge, en fait, je pense, qui est, en fait, au début, il y a ce truc où, avec la forêt qui fait peur, on est dans un truc un peu inquiet, dangereux, etc., qui crée de la peur et de l'angoisse, du stress et des choses comme ça. Dans une relation un peu qui est pas saine, enfin, je sais pas comment dire, j'ai pas envie de dire la nature parce j'ai l'impression que c'est un peu plus grand que ça, mais je sais pas bien nommer le truc. Et en tout cas, à la fin, il y a un cheminement vers un truc qui s'ouvre quand même, tu vois. À la fin, il y a un espèce de grand arbre là qui est plutôt qui a l'air d'être une figure positive, quoi, accueillante. Ouais, voilà. Et du coup c'est un peu comment on fait le trajet, peut-être pour avoir moins peur, avoir une relation un peu plus saine au monde. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais pour ceux qui n'ont pas lu la BD, certainement pas. Ouais. Pour ceux qui l'auront lu, je pense quand même que oui, ils voient quand même le cheminement dont tu parles. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est après c'est aussi un bouquin que j'ai fait à une époque où j'avais vachement envie parce que je vis en ville du coup depuis quand même un moment, j'avais vraiment envie de retourner vivre dans les bois. Ouais, et ça a pas trop pu se faire. Donc c'était aussi une manière d'y vivre un peu par procuration, quoi. Je pense je passais des heures à regarder des photos de forêt, des photos de bord de mer, des photos parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont en rapport avec ma famille, donc d'explorer un peu tout ça. Et je pense que, enfin, je me dis, j'ai peut-être un peu égoïstement fait un espèce de travail un peu thérapeutique comme ça, tu vois, sous forme poétique et sous forme de BD, tu vois. Mais ouais, c'était un peu par nécessité personnelle. Je sais pas. Et je sais pas, il y a ouais. Non, mais il y a je sais pas comment expliquer. Tu vois, moi, je fonctionne un peu comme ça. Des fois, je parle, ou je me parle tout seul, et tout d'un coup, il y a des dévoilements qui se font. Je comprends des choses, tu vois. Et j'ai l'impression que cette BD-là, c'était un espèce c'est ce genre de travail. Je me parle un peu à moi-même, je dialogue avec tout un tas de trucs, et à la fin, on a ça, quoi. Voilà. Je sais pas. Et donc, tu penses avoir compris des choses sur toi-même? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses. Puis oui, putain, j'ai l'impression que je raconte n'importe quoi, mais c'est pas encore très clair pour moi en fait. Pourquoi j'ai fait cette BD et comment je l'ai faite et comment ça s'est mis. C'est là quoi maintenant. Très bien.
On peut pas, je peux, non, mais en fait, je peux dire pourquoi t'as fait cette BD, si tu veux. Je fais le thérapeute, je t'explique ce que j'ai vu dedans et tu me dis si je vois juste ou pas. Mais, parce que c'est un peu l'idée aussi, c'est effectivement, c'est une BD, enfin, c'est au premier abord, c'est une BD qui peut paraître incompréhensible, en fait, et si tu l'abordes vraiment, mais c'est pas dit péjorativement, en fait, hein, c'est vraiment que si tu n'as qu'une seule façon, en fait, de lire une bande dessinée, effectivement, bah, il y a pas de protagoniste que tu suis de A à Z. Tu passes dans différents cadres. Il y a des choses qui se répondent pas, d'autres qui peuvent se renvoyer. Mais c'est un recueil de poésie en bande dessinée, grosso modo. Est-ce que c'est comme ça que tu présentes un peu le projet? Bah, ça peut être lu comme ça. Après, en fait, c'est vrai que ça, je l'ai vu un peu sur Internet, des gens qui disaient qu'on comprenait pas, etc. En fait, je pense que si je prends chaque élément petit bout par petit bout, je peux expliquer d'où me vient tel ou tel truc que j'ai écrit. Et puis il y en a qui sont assez explicites, je pense, par rapport à d'autres. Mais il y a des, je sais que par exemple, je sais plus dans laquelle, mais j'ai écrit là apprendre à poser le pied. En fait, c'est vraiment un truc qu'on travaille. Par exemple, en systéma, on apprend vraiment à poser le pied, on apprend à marcher, tu vois. Et je sais que quand j'ai commencé à marcher comme ça en forêt, par exemple, il se passe des choses. Moi, j'appelle ça des enfin, c'est un peu pompeux et tout peut-être, mais c'est des retournements perceptifs, tu vois. Il y a une marche qui s'appelle, c'est une marche très ancienne qui existe dans énormément de cultures de chasseurs, en fait. Alors, moi, on me l'a appris, ça s'appelle la marche du renard. C'est une manière de poser le pied où, en fait, t'arrives avec avec l'avant du pied, tu mets pas de poids dessus, tu poses ton pied, et ensuite tu avances sur ce pied alors qu'il est déjà posé. Du coup, ça fait que, en fait, ça fait pas de bruit quand tu marches, ou très, 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 très peu, quoi, du coup. Et ben, psychologiquement, ça a un vrai effet, sur, enfin, en tout cas, moi, ça en a eu un très, très fort. Tout d'un coup, c'est comme si, je sais pas, en forêt, on fait du bruit. Moi, quand je fais du bruit et que je marche en forêt, j'ai l'impression qu'on me voit et qu'on m'entend. Et que donc les animaux sont pas là. Et que... Parce qu'il y a certainement pas qu'une impression, en l'occurrence. Et ben, tout d'un coup, tu fais plus de bruit. Et tout d'un coup, il y a une espèce de... je sais pas trop comment dire, mais c'est comme si tu rentrais dans un autre état mental. Il y a ton corps se met à fonctionner autrement. Tu commences à voir, à entendre autre chose. C'est très étrange, quoi. Et c'est un truc que je trouve génial, quoi. Donc j'avais envie de partager ça. Tu vois, c'est des choses que je fais avec mes filles, par exemple. On fait ça. Tu vois, pareil là, tout la séquence où enfin il y a un bout de séquence où on voit deux personnes qui marchent avec un enfant dans la nuit là. Ça, c'est des choses que je me suis mis à faire, par exemple, pas mal en Bretagne, près de chez mes parents, c'est d'aller marcher sur la lande de nuit, sans lampe de poche, sans rien, tu vas. Et pareil, il y a des techniques de marche pour marcher la nuit, pour pas te casser la gueule. Il y a des façons de lever le genou, de se poser, etc., pour pouvoir marcher sur un terrain accidenté sans te blesser, quoi. Et pareil, il y a des choses qui se passent. Tout d'un coup, tu rentres dans un autre mode. Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, c'est clair que ton rapport à l'environnement change de manière vraiment, c'est puissant, quoi. Il y a vraiment un truc où t'habites ton corps et l'espace de manière très, très, très différente de notre manière habituelle d'habiter ces endroits-là quand t'es en mode balade ou juste, urbain normal qui se promène. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu de ça dont ça parle, quoi. Et enfin, voilà. de ce genre de moment où le monde change parce que tu fais un tout petit truc et il se passe des grands trucs, tu vois. Et t'as voulu inclure quand même pas mal d'éléments fantastiques aussi, en fait, dans l'ensemble de tes histoires. C'est quoi? Il y a du folklore breton, il y a du... Ouais, il y a ça, il y a des pages où clairement c'est du folklore breton. Dans l'estran, à un moment là, on voit des mains dans l'écume là. C'est tiré d'un alors je sais plus exactement quoi, mais d'un conte. En fait, il y a un alors pareil, je suis un peu nul sur les dates, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Anatole Lebras qui a fait des
Alors c'est début 20e, je pense. Pareil, je suis pas sûr du tout de mon coup, mais qui a été se balader partout en Bretagne pour compiler des contes et légendes traditionnelles. Bon, enfin, je dis traditionnelles, juste c'est pas traditionnel en fait, c'est ce que les gens se racontaient aux veillées, etc. Et il y a et donc il a compilé ça. Et il y a un gros bouquin qui est sorti, la somme des textes quoi, qui s'appelle Magie de la Bretagne, je crois, un truc comme ça. Et il y a notamment un truc qui s'appelle La légende de la mort, et c'est lié à l'Ankou. Je sais pas si tu vois ce que c'est cette figure. L'Ankou, c'est la figure de la mort. Donc en gros, en Bretagne, c'est un espèce de squelette complètement émacié qui vient chercher les gens la nuit avec sa charrette. Donc quand t'entends la charrette qui grince sur les chemins, tu sais que l'Ankou vient te chercher. Et alors selon les régions et selon les croyances locales, c'est soit le premier mort de l'année, soit le dernier mort de l'année. Pardon. Et du coup voilà, c'est une figure qui est hyper structurante pour les sociétés bretonnes de l'époque. Alors parce que la mort en Bretagne, c'est un endroit, c'est quand même un truc qui est assez présent parce que c'est une région maritime et il y a beaucoup de naufrages, de noyades, etc. Enfin, c'est un truc. L'été, quand il va, il y a toujours des faits divers un peu horribles avec des gens qui disparaissent, etc. Qui tombent des falaises. Voilà, ou qui passent à la flotte et qui se font manger par des ours dans les forêts. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'ours en Bretagne. Non, il n'y a pas d'ours. Alors, je suis un peu. Ouais, je dis des bêtises pour si tu suivais. Non, t'inquiète. Et puis il y a aussi l'héritage de la culture celte, où en gros, chez les Celtes, si je dis pas de bêtises, pareil, ils considéraient que le monde du rêve, le monde que nous on appellerait le monde réel, le monde de la vie et le monde de la mort, c'était 3 espaces entre lesquels tu pouvais passer, et ils avaient chacun la même valeur, quoi. Il y avait pas ce qui est le cas dans pas mal de cultures en fait, où le monde du rêve est aussi important que le monde réel. Nous on fait le distinguo, mais dans pas mal d'endroits c'est. Et pourquoi je parlais de ça? Et parce que du coup dans ces récits il y a des éléments fantastiques de fou, quoi. Il y a des trucs de dingue, il y a des monstres pas possibles, il y a des trucs quand tu lis ces trucs-là, c'est vraiment ouais, c'est des très bons films d'horreur, quoi. Et avec un langage qui est c'est hyper bien raconté, et c'est marrant parce que c'est des mecs qui étaient pêcheurs, paysans, ferronniers, c'est aussi des conteuses, beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui racontent. Et du coup, c'est alors ça pour le coup, petite parenthèse dans la parenthèse, c'est un truc qui m'a aussi fait me dire j'ai le droit de raconter des histoires parce qu'en fait même enfin tu vois, on a quand même un rapport au récit, au droit de raconter des choses qui, tu sais, faut un petit diplôme, faut avoir fait des études, faut avoir quelqu'un qui valide ce que tu fais, alors que là c'était des gens qui étaient pour la plupart qui savaient ni lire ni écrire, tu vois, qui avaient une qualité de récit de ouf, quoi. Donc voilà. Et il y a un autre élément fantastique, par exemple, le type qui se fait attraper au tout début là et qui se fait découper en morceaux là. Et ben ça, alors pareil, c'est un peu imprécis, je me rappelle plus exactement, mais c'était un truc qui m'avait marqué dans je crois que c'est dans le bouquin de Jacques Brosse là. Il parle alors je crois que c'est des chamans sibériens qui, pendant leur initiation, ils font des rêves. Et notamment, un des rêves qu'ils font, c'est que des démons viennent les choper, les démembrent, leur arrachent les yeux, et ensuite, ils les réassemblent et ils retournent les yeux. Et donc, de cette manière-là, ils ont ils utilisent leur corps autrement et ils voient dedans et dehors en même temps. Et en fait, ça me faisait penser au système qui est russe et où on apprend comme ça à mobiliser chaque zone toute seule, et puis après on réassemble le tout, et après la perception change. Et donc du coup, je me suis senti un peu familier avec ce genre d'histoire, mais c'est des récits qui sont ouais, là il y a du fantastique dedans, mais en fait c'est des choses peut-être un peu concrètes et tout. En tout cas, voilà, c'est un peu un bordel de tout ça, ma BD, quoi. C'est ce genre de référence, quoi. Mais t'arrives à structurer un peu alors ce bordel, en essayant de pas mettre tous les éléments dans une seule histoire, en essayant un petit peu de répartir. Comment est-ce que tu vois un peu
la répartition de tes imaginaires en fonction des mots, des thèmes que tu voulais aborder. Ben, en fait, en fait, ça s'est mis avec mes, je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai pas. En fait, je crois que le fil conducteur de la BD, c'est comment je suis en relation avec les choses et comment on est en relation avec les choses dans notre monde. Tu vois, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, je lisais là-dessus, je faisais des expériences de mon côté et ça apparaissait à certains endroits. Et donc, quand ça me paraissait pertinent, je me disais, je les mettais dedans, parce qu'il y a plein de textes que j'ai écrits, que j'ai pas mis parce que c'était, ouais, que je trouvais ça moins intéressant ou trop cryptique ou trop, j'en sais rien, ou trop spécifique. Il y avait des trucs vraiment sur le système, tu vois, que j'ai pas mis dedans parce que je me suis dit, ça, tout le monde s'en fout. Enfin bref, à part les gens qui pratiquent, mais ça a pas intéressé beaucoup de gens. Mais voilà. Je sais pas, ouais. C'était comment tu choisissais la répartition de ton imaginaire en fonction des, Bah, en fait, ça, vraiment, ça arrivait tout seul, quoi. Ouais, je me suis pas dit, là, je mets tel truc, là, je mets tel truc. Ça se fait un peu, mais je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est pas très sérieux comme approche. Tu vois, parce que je me dis, on a l'habitude de penser les choses de manière très rationnelle et construite. Non, mais là, c'est plutôt empirique, j'ai l'impression. Mais là, ouais, il y avait une espèce de forme organique que j'étais en train de gérer plus ou moins la direction en faisant, mais j'avais pas de plan très structuré au départ. Et ce qui d'ailleurs m'emmerdait un peu à des moments parce que je m'inquiétais, j'ai l'impression que j'arriverais pas au bout ou que j'aurais pas de réponse ou que j'aurais pas de, tu vois, mais c'était une idée naturelle, enfin dès le départ aussi, d'avoir toutes ces petites césures avec ces pages où il y a juste une case avec juste une illustration en fait et qui viennent un peu ralentir le rythme, en tout cas mettre des pauses en fait entre les différentes histoires. Eh ben non, ça s'est fait à la fin. Je me disais que ça permettrait de ponctuer un peu les histoires, de faire des liens ou de faire des mini conclusions, tu vois, je sais pas, pour orienter un peu la lecture ou et puis aussi peut-être par souci esthétique aussi, parce que j'avais envie de faire ces petites illus. Non, mais ça c'était pas pensé au départ. Mais c'était aussi l'occasion de me faire des petits clins d'œil à moi-même ou de me faire un peu plaisir. Tu vois, par exemple, j'ai dessiné la 5e Tortue Ninja. J'avais jamais dessiné une Tortue Ninja qui a pas d'armes, tu vois, qui fait tout à point nu. Je sais pas, ça m'a plu, alors j'ai mis la Tortue Ninja, tu vois, mais voilà. Bah, t'as le droit, hein, t'as le droit aussi de, c'est ton espace. Non, mais ça reste la BD, ça reste aussi ton espace d'expression. Donc, en fait, tu peux l'utiliser tel que tu le souhaites. Mais c'est vrai que moi, j'y ai vraiment vu, après, c'est peut-être un peu aidé aussi par, on va dire, les notes de remerciements, et à la fin, et même aussi au début, en fait, d'avoir une BD qui est un peu une lettre d'amour. Oui. En fait, une lettre d'amour, à ton environnement. Mais pas forcément le tien toi en tant que personne, mais à nous en tant qu'être humain et à l'environnement qui nous entoure, avec à la fois effectivement une imagerie peut-être d'une nature qui parfois peut effrayer, parce que elle est effrayante en tant que telle, parce que la nature ça discute pas, mais aussi même par rapport à ce qu'elle convoque, c'est-à-dire qu'en fait tout cet imaginaire qui débarque parfois, c'est tu peux très bien te représenter que des créatures se cachent dans la forêt parce qu'en fait t'entends les bruissements de feuilles et tu t'imagines que c'est ce genre de choses là qui pourrait arriver, mais qu'on a quand même une dimension. Enfin après il y a une moi je sais que peut-être l'histoire qui m'a le plus parlé, c'est celle du bâton. Mais peut-être parce que c'est la plus premier degré, parce qu'en fait ce que tu dessines littéralement, c'est qu'est-ce qui se passe quand t'as un enfant ou même quand t'es un adulte mais que t'as pas arrêté d'être un enfant, qu'est-ce qui se passe quand tu ramasses un bâton en fait dans une forêt, et que ça devient tout. C'est une épée, ça peut être un sceptre, ça peut être une bêche, et que tu représentes un peu tout l'imaginaire en fait que ça peut convoquer, tu vois.
Mais oui. En fait, quand tu parles de lettre d'amour, en fait, c'est vraiment ça aussi. C'est pour ça que je parle de mes enfants. Il y a l'histoire, oui, où il y a l'histoire où clairement là où c'est une lettre d'amour à tes enfants et ouais, ma famille, tout ça, c'était une manière je sais pas, et puis en fait, avec mes lectures là sur la nature et tout ça, j'étais j'étais dans un état d'émerveillement assez profond, quoi, de découvrir des trucs sur, je sais pas, les animaux, même par exemple les plantes. Moi, je connais pas très bien les plantes, mais ma mère, elle connaît un peu les plantes sauvages, les plantes qui soignent et tout ça. Et il se trouve que là, ça fait quelques années qu'en Bretagne, ils coupent plus avant ils taillaient les talus à fond, et maintenant, pour faire revenir la biodiversité, les insectes, etc., ils tombent plus. Et donc, il y a des champs de fleurs, mais c'est déjà visuellement, c'est hyper beau. Il y a des formes dingues que moi je connaissais pas. Et surtout, des fois, je me baladais avec ma mère, elle me disait, ah, bah, ça, c'est ça soigne ça soigne ça soigne ça. Et en fait, tout d'un coup, il y a un peu un sentiment de, putain, en fait, il y a qu'à se baisser, en fait, pour s'occuper de nous et être bien et être en bonne santé. Enfin, je sais pas comment dire, ça a l'air vraiment, enfin, c'est un peu naïf et un peu con comme ça, mais je sais pas, le fait de l'intégrer, tout d'un coup, je me suis senti dans un monde qui était beaucoup moins hostile que je pensais, quoi. Je sais pas comment, tu vois ce que je veux dire, enfin, qui peut l'être vachement à d'autres égards, hein. Comme je te dis, il y a des noyés tout le temps. Oui, et puis tu te trompes de plante, et puis en fait, c'est elle qui te bute, hein. Voilà. Mais si t'as la connaissance, si tu prends le temps de savoir et si t'as la connaissance des choses, bah, tu vas recevoir beaucoup, quoi. Tu vois. Et justement, moi, il y a une histoire qui m'a pas mal marqué, justement. Alors, je sais plus exactement où ça se passe, encore une fois, mais je sais que c'est un truc qui existe dans pas mal de cultures aussi, mais c'est Baptiste Morisot, je crois, qu'en parle dans son bouquin. Il parle de lui, il parle de la chair soleil. Alors, il parle, voilà, le soleil qui fait pousser les plantes qui sont consommées par les animaux, nous qui consommons les animaux et les plantes, voilà. Donc c'est le soleil qui fait vivre tout le monde, quoi. Et donc il parle de, je sais plus où ça se passe, mais je me demande si c'est pas encore dans le nord de l'Europe ou quoi. Je sais plus. En tout cas, il y a des endroits avant, quand on devenait vieux, quand on sentait qu'on allait mourir, on partait en forêt et on rendait son corps à la forêt. Donc ça veut dire qu'on se laissait mourir quelque part. Et les animaux venaient bouffer le corps qui était là, quoi. Et c'était une manière de remercier. Alors moi, je vais pas faire ça, tu vois, mais je trouvais ça beau comme rapport au monde, de se dire, bah voilà, tu te rends à la nature, en fait. C'est ça. Et donc c'est pour ça que moi, il y a eu un peu cette envie aussi avec ce bouquin, quelque part, de rendre aux gens qui m'ont aidé à grandir, aidé à être mieux, et à ces endroits que j'aime, en fait, de faire un truc. Pour dire merci, en fait, aussi, quoi. Voilà. Et c'est assez amusant de voir comment t'exprimes aussi le rapport que les éléments, en fait, peuvent même faire pour toi, parce que t'as notamment ce récit, en fait, où tu plonges, en fait, mais où tu t'aperçois que la plongée devient aussi intérieure, puisqu'en fait, ton personnage plonge dans l'eau, et en même temps, il va voir ses souvenirs, et que c'est aussi une façon pour toi de dire, en fait, réfléchissez un peu aux gestes que vous avez, et à tout ce que ça peut dire aussi sur votre façon de vivre vous-même, de replonger, en fait, d'aller réaborder tous les souvenirs, et puis de remonter à la surface pour réaborder le présent. Il y a pas mal de choses comme ça. Ouais. Puis l'élément eau, c'est quand même c'est pareil, c'est un élément qu'on retrouve dans énormément de rituels magiques, je sais pas, il y a une copine qui fait de l'apnée là, qui m'a parlé de ça, qui m'a dit ce que je savais pas du tout, mais il y a un truc qu'on appelle le réflexe d'immersion. Quand tu te mets dans l'eau, en fait, ça se passe
ton rythme cardiaque ralentit, etc. Parce que tu reviens à l'état de nourrisson dans le ventre de ta mère. Ouais. Donc il y a un truc qui, moi, je sais pas comment dire, c'est pas pour faire le vieux hippie perché ou quoi, mais on a tous compris que tu prenais de la drogue, Jérémy, mais jamais depuis le début. C'est ça. Mais du coup, il y a un truc où l'eau, moi, ça me nettoie. Je sens que ça me clean, quoi. Tu vois, il y a plein de rituels comme ça dans plein d'autres pays aussi où c'est ça, où les bains, les thermes, les temples où tu vas me purifier, le baptême, on se met dans l'eau, on ressort, on n'est plus la même personne, on est lavé de tout péché, de machin. Enfin, donc l'élément eau, c'est ça. Mais c'est un peu c'est aussi ça, c'est quelle intention tu mets dans les choses, quoi. Tu vois, ça c'est un truc dont on parle énormément au système, tu vois, de l'intention. Et c'est un truc qui se ressent vraiment physiquement, quoi. On se fait beaucoup frapper au système, on prend pas mal de coups. Mais c'est sans se faire, on s'abîme pas non plus, tu vois. Mais il y a des frappes sur quelqu'un qui est agressif et qui essaie de te frapper pour te blesser. Tu reçois des coups qui sont hyper désagréables et pour le corps et pour la tête. Et quelqu'un qui te frappe dans l'idée de te calmer et de te relâcher, ça va effectivement te calmer et te relâcher. C'est des trucs... c'est tout un travail. Parce que la frappe de système, ça part du massage, au départ, du massage percussif. Et puis, il y a plein d'étapes et tout. Mais en tout cas, il y a... Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu vas te baigner, quoi? Tu vois, moi, alors c'est vrai que des fois, quand je vais me baigner, je me retrouve un peu par surprise dans des états un peu seconds, un peu voilà, je me sens... je sais pas. Et des fois, je vais juste me baigner, quoi. Tu vois, mais il y a des moments où je sens que ça va pas nécessairement selon ce que je fais, selon le jour, selon l'humeur, ça a pas le même rôle, la même utilité. En tout cas, quand je vais pas bien, si je vais dans l'eau, à chaque fois je vais mieux. À chaque fois tu vois, il y a un truc, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, c'est aussi de ça que ça parle, de aller mieux, tu vois. C'est un truc de breton. Ouais, je sais pas, je pense que c'est partagé par pas mal de gens quand même, non? Toi, je sais pas, écoute, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me fait ça. Mais après, je sais pas, j'ai pas lu là-dessus, mais des fois, j'ai le sentiment qu'il y a des espèces de zones, c'est un peu de ça dont je parle dans, tu sais, l'estran, là, tu vois, il y a des zones qui sont un peu des espèces d'endroits d'entre-deux, comme ça. Tu vois, je sais que, alors pareil, j'ai jamais rien lu en psycho et tout, mais je sais que, je crois que c'est pas Carl Jung qui parle de l'estran. Je savais pas, mais j'en ai parlé avec une cousine qui est en psycho, elle me dit, mais lui, il parle de ça. Qui est un peu une espèce de zone liminaire, comme ça, entre le conscient et l'inconscient. Et je pense que, parfois, quand ça se met, et quand on est en promenade ou quand on est dans un espèce d'état corporel un peu particulier qu'on peut induire avec de la respiration, avec des choses comme ça, ou juste ça se met parce qu'on est bien, on rentre dans des zones de conscience qui sont un peu à l'entre-deux, tu vois, t'es dans des états un peu second. Moi, en tout cas, je sens souvent ça quand je vais en forêt, quand je vais en Bretagne, quand je vais au bord de l'eau, il y a des moments où je rentre dans des zones psychiques un peu, je bouge autrement, je fais autre chose. Je suis pas en train de me rouler par terre et de manger des cailloux, tu vois, mais je sens que je suis dans un autre état de réception des infos ou de perception, je sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas, il se passe des choses. Et après, je reviens. Je sens que, bref, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre, mais tu vois, voilà. Je ne sais pas. En tout cas, c'est de ça que parle la BD, quoi, un peu, de ces zones-là. Tu fais aussi intervenir pas mal d'images du réel. Du réel, on voit les tours, on voit les deux tours du 11 septembre. Alors c'est pas une image du réel, mais à un moment tu parles je pense du monde du travail aussi, avec ce type qui est au travail et qui a la tête qui commence à cramer. Ah ouais, ça c'était il y a quand même une forme, en fait c'est parce que on voit un peu quand même aussi une forme d'opposition entre la nature et ce qui se rapporte plus à l'humain, mais qui est toujours d'une certaine violence aussi. Et moi, ça m'a interpellé aussi par rapport à tes précédents travaux, qui étaient d'une très grande violence, et de voir
si t'essayes pas de l'évacuer aussi pour te concentrer sur autre chose avec ce bouquin. Oh, ouais, peut-être, ouais. Après, parce qu'il y a une histoire aussi où tu parles même de toute façon de toutes les souffrances de toutes les douleurs qu'on a dans la vie, qu'on perçoit, qu'on reçoit. Donc, mais parce que je pense que ça joue à fond de manière des fois très 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 basique. En fait, par exemple, la peur du noir, tu vois, vraiment, je dis, on n'aura plus peur du noir et tout. Pourquoi? Et tu vois, et du coup, je me dis, pourquoi on a peur du noir? Bah, c'est historique, tu vois, la peur du noir. Il y a vraiment un truc, je sais pas, par exemple, comme pourquoi on a peur du loup, tu vois. Il y a des endroits où on n'a pas peur du loup. Et en Occident, c'est Baptiste Morisot qui explique ça dans son bouquin. On a peur du loup. Parce que, alors, je schématise, hein, je sais pas si un jour il entend ce truc et que, voilà, je m'excuse d'avance. C'est ça, il t'écrit à Fra, mais t'as rien compris. C'est ça. Mais il parle du loup et il parle des bêtes. Il parle des bêtes qu'il y a eu en France, etc. Et des loups qui bouffaient les enfants. Alors du coup, le loup apparaît comme une espèce d'être malfaisant, diabolique et tout. Mais il dit, mais en fait, ça s'explique de l'air très, très, très con. C'est que souvent, il y avait des guerres. Donc, il y avait des guerres. Donc, pour fabriquer des armes, on allait déboiser de la forêt. Donc, le loup, il avait plus de zone sa zone d'habitat était réduite. Il y avait ça. Il y avait des après, sur les champs de bataille, il y avait des morts. Et donc, le loup, c'est un animal qui charogne aussi. Donc, il allait bouffer des humains. Ce qu'il avait peut-être jamais fait avant. Avant, il mangeait des chevreuils. Mais là, il a goûté des humains. Donc, il va l'identifier comme une proie potentielle. Il a bouffé des humains. Et puis ensuite, tous les hommes ont été envoyés à la guerre. Donc, il n'y a plus personne pour garder les troupeaux. Et donc, on envoie les gamins. Et donc, tu mets tout ça ensemble et ça fait des loups qui attaquent les enfants. Et qui les bouffe, et qui terrifie tout le monde, quoi. Et donc, on a peur du noir, on a peur du loup. Alors qu'il y a des endroits, par exemple, je sais plus, il parle de ça dans le bouquin aussi, en Amérique du Nord, les Indiens, ils se sont toujours démerdés pour que le loup ne bouffe jamais d'humains. C'est pour ça qu'ils mettent leurs morts en hauteur, sur des, je sais pas comment ça s'appelle, mais sur pilotis et compagnie, tu vois. Bref. Et donc, du coup, le loup, pour eux, c'est une figure très positive. Parce que le loup, quand tu suis les pistes du loup, dans la forêt, que t'es paumé en forêt, tu suis les pistes que tracent les loups, parce qu'il y a des autoroutes en forêt comme des autoroutes d'animaux, des pistes, etc. Bah, tu retrouves toujours ton chemin. Tu vois, et donc c'est vu comme une figure hyper positive, tu vois. Et je me dis, voilà, pareil, pourquoi on a peur du noir en ville? Parce qu'on a peur de se faire embrouiller. Mais pourquoi on se fait embrouiller? Bah, parce qu'il y a des gens qui ont pas. Et donc, machin. Pourquoi les femmes ont peur du noir dans la ville? Et ben, parce que le patriarcat, parce que machin. Et donc, c'est des trucs qui sont aussi très très basiques et très concrets et que collectivement on peut décider de résoudre ou pas, tu vois. Mais je veux dire, il n'y a pas que, alors peut-être que j'aurais pu l'expliquer comme ça dans le truc, mais tu vois, je l'ai fait de manière un peu poétique, un peu voilà, mais en tout cas voilà. C'est ça, c'est que tu penses un peu que c'est, parce que c'est quand même un album qui, à mon sens, est assez personnel, parce que tu mets beaucoup de toi dedans. Ouais. Mais est-ce que tu penses aussi que ça arrive à être relativement universel, ou est-ce que tu tu fais aussi le pari que peu importe, les gens y verront dans les images que je mets ce que eux ont envie de voir, et au pire, bah c'est pas grave si on s'approprie de façon différente mes historiettes par rapport à comment je les ai conçues. Ouais, je pense qu'en fait, c'est pas un truc qui est particulier à mon livre. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois, j'ai fait un truc un peu par nécessité, parce que j'avais envie de faire les choses comme ça. Après, je pense que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Tu vois, et donc, du coup, parfois, les choses sont plus ou moins explicites, mais en tout cas, moi, je l'ai fait un peu par nécessité pour moi, en espérant que cette nécessité puisse rejoindre peut-être celle des autres à un moment. Et je pense que, étant donné qu'on vit à la même époque, dans le même type de société, qu'on reçoit les mêmes infos, etc., je me dis, il y a bien un moment où ça va se toucher, tu vois. Il y a un truc qui se passe. Et puis, ouais, en tout cas, j'ai l'espoir que ça arrive, tu vois. Donc voilà. D'un point de vue juste purement technique, Ouais. toi, tu travailles
au tradi pur et dur, donc tu fais tout croquis, ancrage et tes couleurs en numérique alors, ou comment comment tu bosses? Je fais bah du coup là en 5 ans j'ai un peu eu le temps d'essayer différents trucs, mais ouais, si je fais au maximum en tradi, on va dire. Et les couleurs, je les fais à l'ordi parce que ce serait impossible, ce serait trop long. Genre, tu vois, j'ai un truc, voilà. Et puis c'est quand même un bon outil, quoi, mine de rien. C'est bien fait, quoi, leur truc. Et voilà, mais non, j'ai expérimenté différents trucs. J'ai essayé je sais pas, j'ai travaillé à la table lumineuse à des moments où je faisais des mini storyboards, et puis je partais direct sur des formats A3, et où je griffonnais des trucs sans me poser de questions, vraiment des trucs un peu dégueulasses comme ça. Et puis après, avec la table lumineuse, je pouvais travailler tranquille mes ancrages. Des fois, j'ai dessiné directement sur le papier au crayon. Des fois, c'était au crayon bleu. Des fois, voilà, c'était un peu selon ce que j'avais envie. Mais plus je suis sur papier, mieux je me porte, quoi, en tout cas. Et ouais. T'as pas encore fait de transition numérique? Pas total, non. Et puis je sais pas, j'ai quand même un truc où j'ai besoin d'un. Après, pour quelqu'un qui ressent comme ça les éléments, la nature, truc, je pense qu'il y a quand même aussi un truc avec le papier, le toucher du crayon ou de l'encre de Chine ou du stylo, je sais pas comment tu t'encres, mais ouais, si c'est ça, c'est encre. Après, c'est pareil, je réfléchis aussi des fois, me dire est-ce que je vais passer à des trucs plus feutres et compagnie, mais je sais pas, j'ai quand même besoin d'un rapport un peu physique à mon travail. Ouais. Et en fait, c'est con, mais je vois bien quand je fais une journée où je dessine sur papier, je termine ma journée, je suis cool. Quand je suis sur mon écran, je suis tendu de fou. Je sais pas. Il y a un truc. Ça t'amène pas à reconsidérer le fait de passer pour les couleurs. Non, bah je vais garder les. Non, non, parce que vraiment les couleurs. Et puis c'est quand même vachement dur la couleur, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai besoin de tester, de rater, de recommencer 1000 fois avant de trouver mes teintes et tout ça. Non. Je sais pas, là, j'ai vu la BD de Jade Co, là, tu vois, Terre aux Lunes, là. J'hallucine, quoi. C'est trop un truc de warrior, quoi. Quand je vois les pages, je me dis, c'est fou. Bon, c'est avec toi qu'on en a parlé hier? On en a parlé, on en a parlé peut-être vite fait, ouais. Mais du coup, il y a un truc où peut-être un jour je me lancerai là-dedans, parce que je suis quand même un peu tenté, tu vois. Là, je fais des recherches pour un truc et je travaille alors au lavis un peu plus, tu vois. Donc, et donc déjà, ça me plaît bien de travailler au moins les lumières en technique traditionnelle. Donc, est-ce que je vais essayer de faire ça ou pas on va voir. Mais je crois que j'aimerais bien un jour faire une BD où je fais tout sur papier, quoi. Tu vois, je me souviens, il y a hyper longtemps, j'avais visité l'atelier de Pellerin. C'est le mec qui fait l'épervier, là. Je sais pas si tu vois cette BD. Il m'avait montré, lui, à l'époque, il faisait encore les trucs, tu sais, où t'avais il avait des bleus, là. Tu vois, avec les noirs et blancs sur une feuille rhodoïde, là, tu lèves, tu fais ta gouache, tu fais tes trucs, tu reposes ta feuille pour voir. Et ça, j'aimerais bien tester un jour, quoi. Mais je sais même pas si ça se fait encore ou quoi. Je sais pas trop. Mais voilà, ouais. Et je me demandais aussi, en termes de découpage, comment t'avais pensé un peu, puisque t'hésites pas à faire des pages pleines de temps à autre. T'as vraiment des illustrations, ou en tout cas presque pleines quand t'as que 2 bandes dessus, mais il y a aussi certains découpages où tu joues sur les formes aussi, donc je me demandais ça, si c'était quelque chose d'assez instinctif ou ouais, je crois. Après ouais, oui, on va dire oui. C'est selon les besoins de la page et selon comment toi c'est quoi en fait, qu'est-ce qui dicte ton découpage? C'est où l'œil doit aller, quoi. Qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, si j'ai un élément qui doit être très central, je vais me débrouiller pour organiser la narration de cette page-là autour de cet élément. Et sinon, il y a aussi un truc de travail de rythme, quoi, juste de rythme du récit. Voilà, si j'ai besoin de donner beaucoup d'informations d'un coup, comment je fais. Et puis après, j'ai aussi un peu trouvé un système à un moment où j'ai une base de 4 bandes.
tu vois, comme ça dans le sens de la hauteur. Et je fais des variations là-dessus, quoi. Donc des fois j'ai 4 bandes, des fois 3 bandes, des fois 2, mais j'ai cette base et c'est à partir de là que je travaille pour voir ce que j'ai besoin avec le reste, quoi. Ouais, en gros c'est ça. C'est le plus important, c'est le plus important pour toi, un peu de gérer le rythme vraiment, ou c'est plus l'image qui compte? Comment tu... Je sais pas, c'est un... Bah, ça se touche tellement que c'est dur de savoir. Je crois qu'il y a quand même un truc, enfin, même si ça peut pas forcément paraître évident, mais j'ai envie qu'on comprenne ce qui se passe assez tranquillement. Enfin, j'ai besoin que la personne qui va lire la BD puisse savoir facilement quoi regarder, quoi, et où aller ensuite. Voilà, de comment se déplacer dans la page, et aussi pas trop s'ennuyer, tu vois. Donc avoir des découpages qui soient pas les mêmes d'une page à l'autre. Ou alors si je le fais, c'est qu'il y a vraiment une nécessité, voilà, dans la narration qui fait que là, on doit avoir un truc où c'est, enfin bref, où il y a la même chose, quoi. Mais non. Ouais, je crois que c'est le confort. J'aime bien imaginer que les gens sont confortables et puis des fois ils ont une bonne surprise parce qu'il y a une pleine page, ils font ouais, c'est cool, tu vois, ils ont une belle idée ou un truc. J'essaie de me faire plaisir et de faire plaisir au lecteur ou à la lectrice imaginaire, voilà, pour qui je bosse, quoi, en gros aussi, quoi. Ouais, je pensais notamment à cette illustration où t'as ce personnage bicéphale à tête de mouton et de loup qui est assez assez impressionnante, quoi, quand tu la découvres la première fois. Ouais. Parce que tu mets combien de temps en fait sur une planche en général pour essayer aussi un peu de voir effectivement que c'est un projet alors qui a pris du temps parce que plein de choses aussi dans ta vie personnelle, mais aussi de voir comment combien de temps ça te prend de faire ces planches là qui sont t'as toujours un trait qui est assez détaillé encore pour le moment, toi, justement. Même s'il y a une planche, je te disais, très mignolesque, c'est celle c'est une des toutes premières avec l'arbre, le serpent autour, où tu vois Adam et Ève, enfin vraiment avec toute cette symbolique un peu biblique aussi, mais aussi avec ces personnages qui ont les petites flammes sur la tête. Enfin, ça fait, voilà, il y a tout un ensemble qui fait très mignolet aussi là-dedans, mais ouais, donc c'était plus combien de temps tu passais sur tes planches? Eh ben, ça dépend un peu. En fait, quand c'est des illus avec des persos de plein pied, avec des choses même un peu complexes, mais qui sont surtout décoratives, ça peut aller assez vite. Il y a des pages, j'ai mis 1 jour et demi pour crayonner, ancrage fini. Et par contre, quand il y a des trucs un peu... Ah, ça va, dans cette BD, on n'a pas trop, en fait, mais bon. Mais des trucs un peu plus complexes avec des postures un peu plus difficiles ou de la perse ou des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas dans cette BD, mais je sais plus. Bref. Là, ça peut me prendre 2-3 jours pour faire une. Si, parce qu'en termes de mécanique décor, t'as le type qui se jette dans l'eau, qui devient squelette, qui qui revient. T'as aussi des perspectives parce qu'à un moment je le vois, il remonte. Oui, donc du coup en contre-plongée. En plongée du coup, en l'occurrence. Mais avec en plus tout le travail anatomique, parce que vu que c'est des enfin tu vois, il y a quand même ce genre de choses là qui sont bien. Ça m'a pris un peu de temps quand même, ouais. Mais non, et puis il y avait aussi beaucoup quand même même si c'est pas forcément comment dire, vu que je travaille sur des trucs un peu symboliques, etc., il y avait quand même des moments où je voyais un truc qui me paraissait juste, et puis je revenais dessus 2 jours après, et en fait, non, ça marchait plus. Tu vois, et du coup, je me dis, ah non, ça va plus, il faut que je change, et puis le texte colle pas, donc faut que je... du coup, c'est beaucoup des allers-retours comme ça qui ont fait que j'ai mis du temps à faire le truc. Je sais pas, un exemple, par exemple, c'est tu vois, à un moment, les 2 petites filles qui chantent, là, les 2 petites filles sorcières, il y en a une qui sont un peu mes filles d'ailleurs, mais complètement. Il y en a une qui a une dague. Et au début, j'étais parti sur une épée.
Et il y avait un truc qui collait pas avec l'épée. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus et ça me gavait. J'avançais pas. Et puis à un moment, je sais pas trop. Je suis allé voir les poignards, les dagues et tout ça. Et alors j'ai vu ce truc qu'en fait la dague c'est une arme relativement populaire. Et c'est l'arme pour tuer les rois en fait. Et je me suis dit mais ça me plaît bien, tu vois. Donc je me suis dit parce que voilà, avec l'épée, il y avait l'aristocratie, la chevalerie, il y avait la religion, il y avait tout un tas de trucs qui me plaisaient pas trop là-dedans, mais je mettais pas le doigt dessus. Alors que la dague, il y a c'est pour tuer les rois, c'est pour se défendre, c'est pour il y a des trucs de rituels de magie aussi. Il y a plein de trucs. Ça véhicule d'autres idées, d'autres imaginaires. Qui me plaisaient. Mais ça m'a mis, c'est con, c'est juste un accessoire un peu, mais ça a pris du temps, par exemple. Ce genre tous ces trucs-là, ça a pris du temps. Ouais, mais ça témoigne bien du fait que chaque image a été pensée aussi dans ce que la symbolique pouvait vouloir dire. Ouais. Enfin, autant que j'ai pu, en tout cas, parce qu'il y a clairement des trucs que je maîtrise pas, et qui, tu vois, il y avait quelqu'un qui me posait des questions hier sur des trucs qui avaient trait à la je trouve plus le mot. Zut. À la mythologie grecque et tout ça, tu vois. Et moi, j'ai pas trop lu ça, juste un peu. J'ai mis un peu le nez dedans via ce bouquin de Jacques Brosse, lui qui en parle. Et très chouette livre d'ailleurs que je recommande aussi, ouais. Mais je connais pas bien et lui il avait l'air de bien connaître, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui font un peu partie de l'inconscient collectif, de collectif, même si c'est une notion que je maîtrise pas du tout, mais je vois en gros ce que ça veut dire, en tout cas de manière un peu basique, tu vois. Ouais, ou même que c'est des images qui t'échappent un peu, mais que d'autres peuvent récupérer aussi. Ouais, quoi. c'est ça. Et des fois, on est surpris, tu vois. Je sais que quand j'ai dessiné la planche avec l'arbre, justement, et tous les petits persos dedans, ensuite, je me suis retrouvé à lire des trucs sur la mythologie nordique et qui parlent de l'arbre de vie, là, l'arbre monde, je sais plus comment il s'appelle, Yggdrasil. Yggdrasil, ouais. Et en fait, il y avait. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça dedans. Après, moi, j'y vois beaucoup la genèse aussi. Pour moi, il y a dans Ève le serpent. Moi, j'ai pas lu du tout là-dessus. Donc, mais ça fait partie clairement de. Tu vois, c'est ça. C'est qu'on a, de toute façon, tous les mythes et tous les folklores, il y a des éléments, en fait, qui se recoupent entre toutes les civilisations aussi. Hein. Et du coup, ça traîne un peu là. Et moi, je suis allé piocher dedans, des fois de manière précise parce que je savais de quoi je parlais, des fois de manière un peu anecdotique et des fois de manière complètement. C'est pas au pif, tu vois, mais je l'ai fait. Mais si on me demande d'écrire un truc dessus, je vais pas. Tu disserteras pas. Voilà. Je vais pas y arriver. Je peux essayer, mais. Voilà. Est-ce que cet album, vu que c'est le premier que tu fais en total solitaire, c'est un peu comme ton troisième enfant? Quel effet ça a fait quand il sort? Est-ce que c'était différent de quand t'as eu les histoires publiées dans les Doggy Bags ou Teddy Bear? Parce que là, c'était quand même un petit peu différent de... Ouais, il y a quand même une sensation, je sais pas si c'est un enfant, parce que tu vois, je le laisse dans mon étagère, il me demande rien, tu vois. Mais... t'es un très mauvais père, peut-être. Je sais pas ce que tu fais avec tes fils. Non, mais justement, je les laisse pas dans mon étagère, les enfants. Oh, c'est bien. Voilà. C'est mieux. Je m'occupe d'elles, je leur fais à manger, je lave les habits, voilà, tout ça. Mais non, il y a un truc où je vais pas commencer à sortir des grandes phrases débiles, mais des fois j'ai un peu le sentiment d'avoir un peu accouché de moi-même là. Tu vois ce que je veux dire, d'être arrivé à voilà, t'as sorti un morceau de toi. Ouais, c'est une manière de poser les choses, peut-être de faire un peu un point sur ma vie, tu vois, moi qui vient, enfin voilà, j'ai 43, tu vois, donc je me dis bon. Je sais pas, c'est une étape quoi. Mais c'est vrai que j'ai un rapport à ce livre qui est je sais pas, je suis content qu'il soit là pour que les gens le voient. Mais j'ai vraiment un truc un peu égoïste d'avoir. Je me dis c'est trop cool, j'ai fait mon bouquin, je l'ai fait pour moi aussi et voilà. Mais bon, ceci dit, je pense je dis égoïste, mais c'est pas vrai. Mais c'est un rapport que c'est un truc que j'ai pas encore résolu. Je sais pas si je dois le résoudre ou pas, mais de savoir pourquoi je fais ça, c'est quand même un peu
un mystère. Je sais pas trop le sens que ça a de parler de ces trucs et d'aller les mettre en librairie pour que les gens puissent les lire. Honnêtement, Ça, tu t'interroges, ouais. ouais, c'est peut-être une forme de déclaration publique. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais voilà. Non, parce que t'as parfois aussi envie même de communier, en fait, de dire que c'est le principe des histoires et des BD aussi, c'est que même quand c'est des choses qui sont très personnelles, bah, t'as une forme de communion, en fait, qui s'installe, parce que t'as un lien. En fait, le fait que t'aies mis du toi dans un livre et que le livre est virtuellement potentiellement lu par tout le monde, c'est aussi que toi que tu crées des connexions, en fait, avec plein d'autres gens, ça, hein. ouais, Ça, ouais. C'est ça. et c'est aussi ce que font les artistes, en fait, c'est créer des liens. Ouais. Et des liens de toi au lecteur et des liens entre les lecteurs entre eux qui parleront de ce qu'ils ont ressenti ou pas dans la BD. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais puis c'est un peu j'avais un peu ce truc à un moment, je me disais, bon, si je passe sous un bus demain matin, au moins j'aurais fait une BD à moi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un peu un truc où c'est pas, enfin, sans prétention aucune, hein, tu vois, mais me dire, voilà, j'ai fait du mieux que je peux pour participer à la vie collective de la cité ou j'en sais rien. Enfin, voilà, je viens poser mon petit truc. Voilà, j'ai fait ça. Hop, maintenant, faites ce que vous voulez avec, mais moi, je vous propose ça. Et de m'inscrire un peu dans la vie collective aussi. Un truc de cet ordre-là, je pense, en tout cas, ouais. Et alors, tu parlais de cette BD comme d'une étape, ce qui m'amène à l'ouverture, ce qui est est-ce que tu penses déjà à la suivante? Est-ce que même tu travailles déjà sur la suivante? Quel est le futur de ton avenir, Jérémy? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien. Bah alors là, il y a un truc qui se met avec Ron là. Donc, on a commencé à bosser un petit peu. Alors, je sais pas ce que j'ai le droit de dire, donc j'en dis pas trop. Oh, n'en dis pas trop, sinon je vais me faire engueuler après. C'est ça. Mais en tout cas, et tu vas te faire engueuler d'ailleurs, oui, en plus. Hein. Mais, bah, il a dit qu'on faisait il a dit sur Instagram qu'on bossait ensemble. Donc voilà, on bosse ensemble sur un truc. Voilà, lui au scénar. Et donc j'ai commencé à faire des recherches graphiques là-dessus. Ce qui est cool, je m'amuse bien et tout, c'est cool. Ça, et comme je disais tout à l'heure, ça me fait du bien de retourner dans l'univers de quelqu'un d'autre aussi. Et puis, moi, j'aimerais bien un peu sur le format chemin derrière la maison, là, mais faire des bouquins un peu pour enfants un jour. Donc, le même genre de récit, un peu allégé. Je sais pas trop quelle forme ça prendra. Je sais même en termes de format pur, à quoi pourrait ressembler un livre que je fais pour les enfants, mais je sais pas, j'aimerais bien faire ça. Donc j'ai d'autres textes qui certains sont déjà écrits, terminés, etc. J'en ai pas assez. Donc et puis il faut que je décide est-ce que chaque texte fait un livre ou est-ce que je fais encore un recueil ou encore voilà, faut que je réfléchisse à la forme de ce truc, mais voilà, c'est un peu ça mes envies quoi pour l'instant. Et puis après on verra. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy, de ton temps, d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions. Merci à toi. Et merci à toutes et ceux qui nous ont écoutés. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. L'important surtout, c'est de soutenir le podcast à la fois pour faire découvrir l'émission et puis mettre en avant le travail de celles et ceux qui y passent. Vous pouvez découvrir Le chemin derrière la maison en librairie au label 619 chez Rue de Sèvres pour 27,90 €. Et s'il vous reste des sous après votre passage en librairie, vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Jérémy, je te dis à la prochaine. Ciao. Salut. Salut, merci.